Il existe des silences qui ne naissent pas de l'absence de mots, mais de l'abandon d'un effort ancien, une sorte de lassitude si discrète que nul ne la remarque à son apparition, mais dont la profondeur n'est perçue que lorsqu'il n'y a plus de retour en arrière. C'est le moment où une femme s'éveille à une forme de souveraineté intérieure qui n'a pas besoin d'être proclamée. Ce n'est ni un geste, ni une décision rationnelle, ni une rébellion visible. C'est un bouleversement intérieur, presque imperceptible, qui modifie l'axe de l'existence, du regard extérieur au regard intérieur. Et ce mouvement, bien que silencieux, a la force d'un séisme contenu. De l'extérieur, cela ressemble à un repli sur soi, une retraite froide, voire un endurcissement. Mais ce qui se manifeste comme une distance est en réalité une naissance. La naissance d'une présence qui ne se soumet plus aux attentes d'autrui. C'est à ce moment précis que tant de personnes se perdent. Amis, partenaires, famille, tous interprètent ce calme comme une perte, alors qu'en réalité, c'est une libération. Ce qui disparaît, c'est le besoin de se justifier. Ce qui naît, c'est le droit d'être simplement. Carl Jung disait que parfois, l'âme, lasse de jouer des rôles qui ne lui appartiennent pas, rappelle ses projections et se replie sur elle-même, telle une bête blessée cherchant sa tanière. Ce retour est douloureux, mais inévitable. Dans ce retrait silencieux, la femme éveillée perçoit une chose qui a toujours été là, le fardeau de se justifier. Dès son plus jeune âge, elle a appris que sa présence devait être justifiée, que ses émotions devaient être présentées comme des arguments, que son silence était suspect s'il n'était pas accompagné d'une explication. Elle a grandi en traduisant elle-même son langage intérieur, un langage de l'âme transformé en langage social. Imaginez une fillette qui rit aux éclats, puis cherche le regard des adultes pour vérifier si sa joie est permise. Une fillette qui apprend à atténuer sa douleur par des explications, à contenir sa spontanéité pour se conformer à la délicatesse qu'on attend d'elle. Cette fillette grandit, et son rire devient une mesure, sa tristesse, un récit, son existence, une justification. Chaque émotion doit être accompagnée d'une note de bas de page. Chaque décision doit être approuvée par consensus. Et ainsi, peu à peu, le centre de gravité de l'âme se déplace du soi vers le regard de l'autre. Jung qualifierait cet état de vie adapté, une existence façonnée par des complexes collectifs qui substituent l'acceptation à l'authenticité. Et lorsque l'esprit commence enfin à s'éveiller, le premier symptôme est l'épuisement. Non pas une fatigue physique, mais un épuisement subtil, fruit de la constante traduction de soi. C'est une fatigue qui ne guérit pas par le repos, car elle naît de la volonté d'être compris en permanence. L'effort pour expliquer ce qui, par essence, ne trouve jamais de mots. Vient alors un moment où le corps refuse. L'âme saturée décide d'interrompre le flux. La femme qui s'éveille ne le crie pas sur tous les toits. Elle s'arrête, tout simplement. Et cet arrêt est révolutionnaire. Elle cesse de se justifier, de traduire, d'offrir un accès illimité à son monde intérieur. Le geste est si simple qu'il passe inaperçu. Mais, dans le silence, un empire intérieur recommence à se construire. D'autres le remarquent, certains s'en inquiètent. Ils disent qu'elle a changé, qu'elle s'est renfermée, qu'elle n'est plus aussi aimable. Et peut-être ont-ils raison. Elle a changé, mais elle ne s'est pas renfermée. Elle a simplement pris ses distances. Elle n'est pas devenue froide. Elle a simplement cessé de se sacrifier pour les autres. Ce qui était autrefois générosité est devenu abandon de soi. Ce qui était autrefois transparence est devenu exposition. Et maintenant, enfin, elle comprend la différence. Jung nous a rappelé que le processus d'individuation exige une rupture inévitable avec le regard collectif. Il est nécessaire d'accepter l'incompréhension. La femme qui s'éveille est perçue comme distante car elle ne propose plus le même récit d'elle-même. Et pourtant, c'est dans ce silence qu'elle approche de sa vérité. La solitude qui surgit n'est pas une punition, elle est le chemin. Le bruit extérieur commence à se dissiper, et il ne reste que le souffle presque inaudible de l'âme qui respire par elle-même. Mais la peur est là, elle est toujours présente, car lorsqu'une femme cesse de se justifier, elle se confronte au vide laissé par les explications. L'espace jadis occupé par les mots se remplit désormais de mystère, ce même mystère que le monde redoute, car il est incontrôlable. Le féminin dans son expression la plus profonde est le territoire de l'indicible. Et l'indicible, lorsqu'il revient, est terrifiant. L'éveil ne survient pas par une explosion, mais par de petites négations. Un non prononcé sans culpabilité, une absence inexpliquée, un regard qui ne cherche pas d'approbation.
Ce sont des gestes minimes, mais chacun d'eux est un pas hors de la prison invisible du conditionnement. La femme commence à comprendre qu'elle n'a rien à prouver, que sa valeur ne réside pas dans l'écho qu'elle provoque, mais dans la vibration silencieuse de sa propre présence. Jung concevait le soi comme le centre régulateur de la psyché, une totalité qui rappelle chaque partie dispersée à son essence. C'est précisément ce qui se produit ici. L'âme féminine rassemble les fragments d'elle-même éparpillés dans ses opinions, ses jugements et ses rôles. Ce retour est lent, parfois douloureux, car chaque fragment porte le poids d'une concession passée. Mais il y a une tendresse dans ce processus, la réunion avec ce qui n'a jamais cessé d'exister, mais qui avait seulement été oublié. Soudain, le monde paraît plus silencieux. Non pas que les voix se soient tues, mais parce qu'elles ne résonnent plus aussi profondément. La femme comprend que le bruit venait en réalité de l'intérieur, de ce besoin urgent d'être comprise. À présent, cette urgence se dissipe. À sa place naît une sérénité qui n'a pas besoin d'être affichée. C'est une forme de sagesse qui n'explique pas, elle rayonne simplement. L'entourage réagit, certains prennent leur distance, incapables de s'adapter à ce nouveau rythme. D'autres tentent de la reconquérir, réclamant la femme accessible qu'elle était autrefois. Mais elle ne peut plus l'être. Quelque chose s'est fermé, et simultanément, quelque chose d'immense s'est ouvert. Jung appellerait ce moment un retour au centre, lorsque l'ego s'incline devant la totalité et reconnaît qu'il n'a jamais été le maître des lieux, mais seulement un hôte temporaire. Ce qui commence ici est un processus irréversible. La femme comprend qu'elle n'a plus besoin de demander la permission d'exister en silence. Et ce silence, si souvent mal interprété, est la forme la plus aboutie de souveraineté. Il n'y a ni drame, ni ressentiment, seulement l'acceptation sereine que ce qui ne résonne pas en nous n'a pas à être perpétué. Alors, une question surgit, encore timide, mais inévitable. Si je n'ai plus besoin de me justifier, que reste-t-il? Que suis-je quand je cesse d'être ce que les autres s'attendent à voir? L'écho de cette question résonne dans l'obscurité comme un appel ancestral. Un appel qui vient d'un lieu antérieur au langage, antérieur même à la mémoire. C'est l'appel du soi, l'invitation de Jung à l'intégration de l'ombre, à la réconciliation entre ce qui a été montré et ce qui a été caché. La femme ressent de la peur, mais aussi une force qui ne domine pas, mais soutient, une force qui ne brille pas, mais illumine. Et à cet instant, le silence cesse d'être absence, il devient pure présence, car le véritable éveil n'est pas du bruit, c'est un retour. Et tandis que le monde tente de comprendre ce qui a changé, elle a déjà franchi le premier seuil. Derrière elle, le son de sa vieille habitude de se justifier résonne encore. Devant elle, une immensité silencieuse l'appelle par son nom, un nom que personne d'autre ne connaît mais qu'elle commence peu à peu à se rappeler. Et c'est précisément à ce seuil, entre ce qui meurt et ce qui naît, que commence le voyage. Mais ce qui suivra ce silence sera le début de ce qui a toujours attendu d'être exprimé. Il existe une douleur qui ne crie pas. Elle se répète en silence jusqu'à devenir insupportable. C'est la douleur de porter ce qui ne nous appartient pas. Nombre de femmes, lors d'un éveil spirituel, réalisent avoir consacré une grande partie de leur vie à sauver autrui de leur propre ombre, non par vanité, ni par besoin, mais par amour. Un amour incompris, façonné par des siècles de renoncement et de dévotion. Dès leur plus jeune âge, elles ont appris qu'être bonnes signifiait soulager la souffrance d'autrui, même au prix de leur propre paix. Aider est devenu un instinct, guérir, une vocation. Et pourtant, sous cette douceur presque sacrée, se cachait une prison invisible. Carl Jung disait qu'aucun geste humain n'est purement conscient. Derrière chaque excès de bonté se cache une ombre invisible, une motivation inconsciente qui tente de racheter quelque chose de perdu. La femme qui vit pour sauver les autres ne réalise pas qu'au fond d'elle-même, elle cherche à retrouver une part oubliée d'elle-même. Cette petite fille, qui jadis désirait être aimée parce qu'on avait besoin d'elle, être le soutien, le refuge, le réconfort. Combien de fois, sans s'en rendre compte, devient-elle le havre de paix pour des tempêtes qui ne sont pas les siennes? Imaginez-la un matin comme les autres. Elle se lève avant tout le monde, prépare le café, organise sa journée, s'assure que tout soit en ordre pour que personne ne soit pris au dépourvu. Elle sourit, écoute, comprend. Parfois, elle sent une boule dans la poitrine, mais elle la dissimule. Quand quelqu'un pleure, elle le réconforte. Quand quelqu'un fait une erreur, elle comprend.
Quand quelqu'un se tait, elle comble le silence. Et pourtant, à la tombée de la nuit, son corps est lourd. Il n'y a pas de cause apparente à cette fatigue, juste une sensation d'épuisement intérieur. C'est le prix invisible à payer pour être le refuge émotionnel du monde. Jung voyait dans ce comportement une distorsion de l'archétype de la grande mère, celle qui enfante, nourrit et protège. En équilibre, cet archétype est source de vie. Et lorsqu'il est blessé, il se transforme en compulsion. L'impulsion de guérir autrui à ses propres dépens. La femme commence à confondre empathie et obligation. Elle se sent responsable du salut des autres. Elle porte une culpabilité qui n'est pas la sienne, des blessures qu'elle n'a pas subies, des silences qu'elle n'a pas choisis. Et le plus cruel, c'est qu'elle croit agir pour le bien. Il existe une scène qui se répète dans de nombreuses vies. Une femme s'engage avec une personne toujours au bord de la rupture, un partenaire émotionnellement instable, un ami qui ne mûrit jamais, un membre de la famille constamment à secourir. Elle croit que si elle l'aime suffisamment, il changera. Mais plus elle l'entoure de sa lumière, plus l'autre s'habitue à cette luminosité sans apprendre à la faire naître en lui. L'amour, qui devrait libérer, commence à emprisonner. La femme devient le pilier qui soutient la douleur de l'autre et, sans s'en rendre compte, s'épuise à essayer de contenir un effondrement qui n'est pas le sien. Et il y a toujours cette culpabilité, cette voix intérieure héritée de générations qui murmure « Si tu ne restes pas, ils seront perdus ». C'est l'écho d'un conditionnement ancestral, le fantôme de ces femmes qui croyaient que prendre soin des autres était synonyme d'exister. Jung nous rappelait que la culpabilité est souvent l'ombre de la liberté, le prix à payer pour rompre avec le passé. Ainsi, lorsqu'une femme décide de renoncer au rôle de sauveuse, elle a l'impression de trahir sa propre nature. Mais en réalité, elle ne fait que rendre à la vie ce qui ne lui a jamais appartenu. Un jour, la lucidité l'envahit et elle prend conscience de la vérité qu'elle a toujours esquivée. Nul ne peut sauver celui qui refuse de regarder ses propres ténèbres en face. Pire encore, en voulant le sauver, elle l'empêche de découvrir sa propre force. C'est comme si elle se plaçait entre l'autre et la possibilité de trouver son propre chemin. L'amour perverti se révèle alors comme une forme subtile de manipulation. L'âme éveillée en a honte, non par malice mais parce qu'elle réalise à quel point elle a confondu compassion et peur. La peur de voir l'autre souffrir, la peur d'être perçue comme froide, la peur de ne plus être utile. Ce sont de vieilles peurs, héritées d'une enfance où être la responsable était le seul moyen de s'assurer l'amour. Combien de fois a-t-elle entendu « Tu es si mature, c'est toi qui comprends, c'est toi qui peux gérer ça ». Et ainsi, ce fardeau est devenu son identité. Mais vient alors le moment où le corps commence à dire « ça suffit », non pas avec des mots, mais avec des symptômes. Une angoisse sans raison apparente, une insomnie persistante, une tristesse sourde qu'aucune explication ne peut apaiser. C'est l'âme qui réclame son retour. Et lorsqu'elle s'arrête enfin, tout s'écroule autour d'elle. Ceux qui ont toujours compté sur sa force se sentent trahis. Ils l'accusent d'égoïsme, d'indifférence. Un instant, elle les croit presque. Et cette fois, il y a quelque chose de différent. Un centre silencieux qui refuse de se retirer. Jung dirait que c'est le soi qui émerge, reconquiert le territoire de l'âme. C'est le moment où la femme comprend que son devoir n'est pas de soutenir le monde, mais de demeurer entière en son sein, que sa présence guérissante ne naît pas du sacrifice, mais de l'intégrité, qu'aider quelqu'un ne consiste pas à empêcher sa chute, mais à témoigner de son cheminement tout en apprenant à se relever. Il y a une nuit symbolique dans ce processus, et presque toutes les personnes concernées la traversent. C'est la nuit où, pour la première fois, elle dit non. Non au drame, non à la manipulation, non au rôle de martyr. Et ce non, si simple, résonne comme un tremblement de terre. Le silence qui suit est pesant. Son cœur s'emballe, ses mains tremblent. Mais paradoxalement, un soulagement l'envahit. Pour la première fois, elle sent le poids de l'autre glisser vers le sol. Et à la place de l'épuisement, un espace se libère. Un vide nouveau, qui d'abord effraie, puis respire. Au quotidien, cela peut paraître anodin. Ne pas répondre à un message trop exigeant. Ne pas s'immiscer dans une dispute. Laisser quelqu'un assumer les conséquences de ses erreurs. Mais intérieurement, c'est une révolution. C'est l'archétype du sauveur qui se défait. C'est la femme qui dit, même sans un mot, « Je sais que tu peux supporter ta douleur ». Et cette confiance, qui semble être du détachement, est le plus grand acte d'amour qui soit. Le plus paradoxal,
c'est qu'en cessant de sauver, elle commence enfin à aimer. Car le véritable amour n'est pas un sauvetage, il est un témoignage. C'est demeurer présent sans se perdre, c'est regarder la souffrance d'autrui et reconnaître « c'est ta nuit obscure et je respecte ton droit de la traverser ». Et dans ce geste silencieux, quelque chose de profond se réorganise. Jung enseignait que l'individuation n'est pas la solitude, mais l'intégration. La femme qui cesse de rechercher la rédemption accède à une solitude non pas vide, mais pleine. Elle n'a plus besoin d'être épuisée pour se sentir vivante. Elle n'a plus besoin du drame des autres pour justifier sa sensibilité. Et lorsque, par hasard, quelqu'un lui demande de l'aide, elle ne répond plus précipitamment. Elle respire, elle observe. Elle offre sa présence, non le salut. Ce nouvel état est étrange au début. Un vide remplace l'urgence, un calme absolu succède au chaos. Parfois, elle se sent déplacée, comme si elle avait oublié le langage du monde. Mais avec le temps, elle découvre une nouvelle façon de communiquer, plus discrète, plus authentique. Ceux qui l'approchaient, par besoin, prennent désormais leur distance, et d'autres, plus épanouis, font leur apparition. Les relations cessent d'être des refuges et deviennent des rencontres. Il y a quelque chose de sacré dans cette transition. C'est comme si l'âme respirait enfin librement. Et dans le miroir, elle découvre une version d'elle-même qu'elle ignorait. Non plus une héroïne épuisée, mais une femme sereine. L'éclat qui autrefois jaillissait de l'effort provient désormais de la paix. Et quand on tente de la ramener à son ancien rôle, elle se contente de sourire. Car elle comprend que sauver l'autre était, au fond, une tentative d'échapper à ses propres profondeurs. Désormais, elle est prête à descendre, à affronter ses propres ténèbres sans intermédiaire, sans public. Et c'est dans cette plongée qu'elle trouve ce que Jung appelait le centre lumineux de l'ombre. Le point où l'amour de soi et l'amour de l'autre cessent d'être opposés. Il n'y a plus de culpabilité, seulement une compréhension silencieuse. Chaque âme a son propre chemin, et tenter de lui épargner ce voyage, c'est lui refuser la chance de s'accomplir pleinement. La femme qui s'éveille n'abandonne pas l'amour, elle le purifie simplement. Et c'est lorsqu'elle se libère enfin d'un fardeau qui n'était pas le sien que le véritable miracle se produit. La légèreté ne vient pas de la fuite, mais du retour. Le silence de la première partie s'étend désormais. C'est le prélude à quelque chose de plus grand. Une force qui commence à naître de l'intérieur, discrète, mais irréversible. Et à l'horizon, la troisième transformation approche comme un présage. Le moment où elle cessera de demander à être choisie. Dans sa solitude retrouvée, quelque chose s'éveille en elle, un mouvement presque imperceptible, et pourtant si profond qu'il modifie le rythme de sa respiration. Pour la première fois, elle se retrouve sans les voix qui lui dictaient qui elle devait être. La maison est silencieuse, le téléphone ne sonne pas, et le miroir ne reflète plus l'image d'une femme modelée pour plaire. Dans ce vide, le vertige la saisit. Mais la vérité y est aussi. Ce qui n'était qu'absence commence à se révéler comme espace. L'espace nécessaire à l'émergence de l'authenticité. Carl Jung affirmait que toute individuation naît d'une rupture. Rompre avec le miroir extérieur est l'une des ruptures les plus douloureuses. Toute sa vie, cette femme a cherché le reflet qui confirmerait son existence, le regard qui dirait « je te vois », la voix qui murmurerait « tu es suffisante ». Mais ce reflet ne lui est jamais apparu dans son intégralité, et ce qu'elle appelait amour, reconnaissance ou admiration n'était souvent que de brefs éclairs, des fragments de lumière empruntés. À présent, privée de ses reflets, elle perçoit l'obscurité. Et dans cette obscurité commence la véritable rencontre avec elle-même. Mais que se passe-t-il lorsque le miroir se brise? Lorsque les applaudissements cessent? Lorsque le regard d'autrui ne dessine plus les contours de l'âme? Il y a un moment de panique, presque une sensation de mort. L'ancien moi, nourri par l'approbation et les attentes, commence à se dissoudre. Et c'est alors que surgit la question que personne n'ose poser. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Pendant des années, elle a vécu sous le regard des autres. Celui de son conjoint, de sa mère, de son patron, de ses amis. Elle s'habillait non par plaisir mais pour impressionner. Elle parlait avec précaution, anticipant ce qui serait bien reçu. Elle modelait ses opinions, ses gestes, même ses silences, pour éviter tout malentendu. Elle s'était forgé une image d'elle-même si stratégiquement construite que son essence même était enfouie sous des couches de convenance. Jung appelait cela la persona, le masque social nécessaire, mais dangereux lorsqu'on oublie qu'il n'en est qu'une facette.
La femme qui s'éveille réalise que sa vie n'a été qu'une longue représentation, et cette prise de conscience est dévastatrice. C'est comme découvrir que la scène était vide depuis toujours, et le public distrait. Les applaudissements que je recherchais étaient pour un rôle, non pour l'âme. La désillusion est si profonde qu'elle est comparable à la ruine, et elle l'est. Mais les ruines sont aussi des portails. Parmi les décombres de l'ancien moi, quelque chose de vivant respire pour la première fois sans demander la permission. À ce stade, nombreuses sont celles qui tentent de revenir en arrière. Instinctivement, elles recherchent le miroir d'antan. Un compliment, une confirmation, un regard approbateur. Mais le reflet ne leur apporte plus rien. Le mécanisme de validation externe perd son effet, comme une drogue que le corps a appris à rejeter. Et, face à ce vide, la femme ressent le besoin de fuir. Fuir vers le travail, une nouvelle relation, n'importe quelle distraction. Mais le vide persiste. C'est le moi qui l'appelle, exigeant que le miroir soit intérieur. Est-il possible de se regarder vraiment sans avoir besoin d'être admiré? Est-il possible d'exister sans avoir besoin d'être vu? Ces questions la transpercent comme des couteaux. Elles n'exigent pas de réponse immédiate, seulement le courage de les affronter. Il y a toujours un jour, il y en a toujours un, où elle se réveille et réalise qu'elle n'éprouve plus le besoin d'impressionner qui que ce soit. Cette sensation est étrange, presque effrayante, car le désir de plaire était son guide. Désormais, sans lui, tout semble perdu. Mais peu à peu, le silence lui devient familier. Elle commence à remarquer les petites choses qu'elle ignorait auparavant. L'odeur du café, la caresse du vent, sa propre respiration. C'est comme si le monde entier, qu'elle voyait auparavant à travers le regard des autres, commençait à se révéler à elle. Dans ce nouvel état, le corps se réaligne, le regard change. Elle arpente les rues, libérée du poids des regards, et c'est à cet instant qu'elle prend conscience d'une chose surprenante. Lorsqu'elle cesse de rechercher la reconnaissance, elle devient pleinement visible. La présence qui dépendait autrefois de l'approbation émane désormais de l'intérieur. Il y a une beauté tranquille chez celle qui n'a plus besoin d'être remarquée pour exister. Mais le chemin est semé d'embûches. Les vieux schémas tentent de ressurgir sous des déguisements subtils. Le désir de prouver sa propre évolution, de montrer que les choses ont changé, d'être admiré pour son éveil. L'ego spirituel, avertissait Jung, est l'ombre la plus dangereuse, car il se dissimule sous les traits de la lumière. La femme qui se croyait libre peut, sans s'en rendre compte, se retrouver à nouveau prise au piège du besoin de reconnaissance, non plus comme la gentille fille, mais comme la consciente. Le piège reste le même, seule sa forme change. Et puis, une nouvelle révélation surgit. La véritable liberté ne réside pas dans le fait d'être vu, mais dans le besoin de ne pas être compris. Cette prise de conscience est libératrice et simultanément source de solitude. Ceux qui n'ont jamais vécu pour être approuvés ne saisissent pas la profondeur de cette rupture. C'est comme perdre la langue que l'on a toujours parlé. On commence à se sentir étranger dans son propre monde, mais pour la première fois, on se sent en paix avec soi-même. Et si la valeur d'une vie ne résidait pas dans la reconnaissance, mais dans le fait d'être ressenti, et si la plus grande reconnaissance était le silence intérieur qui confirme « j'existe » et cela suffit, il se produit une sorte de renaissance sans témoin. Point de projecteur, point de déclaration solennelle, juste un silence différent. La femme, qui cherchait jadis la confirmation dans chaque regard, trouve désormais la paix dans l'invisibilité. Et dans cette invisibilité, elle se découvre entière. Jung disait « Ce que vous êtes doit être porté à la conscience, sinon cela se manifestera comme destin. » En ôtant le masque du personnage, elle cesse d'être un rôle et redevient la protagoniste. Au quotidien, cela se manifeste par de petits gestes. Elle parle en marquant des pauses, agit sans précipitation, choisit avec sérénité. Elle n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Sa simple présence suffit. Et c'est alors qu'un phénomène inattendu se produit. On commence à percevoir sa présence différemment. Ce n'est plus une présence ostentatoire, mais une sorte de magnétisme silencieux. Le monde sent quand une personne a trouvé son équilibre. Mais il existe un paradoxe curieux. Plus elle est autonome, plus elle est capable d'aimer. Car l'amour qui jaillit de la plénitude n'emprisonne pas, n'exige pas de réflexion. C'est un amour qui observe sans projeter, accueille sans envahir, offre sans dissoudre. C'est l'amour que Jung associait à l'intégration du féminin mature, l'union entre la lumière de la conscience et la profondeur de l'âme.
Et puis une dernière question surgit, murmurée comme un défi. Qui serez-vous lorsque même votre miroir intérieur se taira? Cette question n'inspire pas la peur, mais la curiosité. Elle annonce une nouvelle étape, un état au-delà de la recherche, où être et présence ne font plus qu'un. La femme ne cherche plus de confirmation, car elle est devenue la source même. À chaque respiration, elle réaffirme ce qu'elle avait auparavant besoin d'entendre des autres. Je suis. Ce qui se dissout désormais, ce n'est pas seulement un motif, mais une identité entière. Et dans l'espace laissé par l'ancien reflet, naît quelque chose d'innommable, une force silencieuse, une lueur inanimée. L'éveil s'approfondit, le masque tombe, l'âme commence à voir le monde avec lucidité. Et pour la première fois, elle ne veut pas être vue, elle veut juste voir. Mais ce que vous verrez, cela reste, pour l'instant, caché au prochain passage à niveau. La réponse ne surgit pas comme un éclair, ni comme une révélation retentissante. Elle émerge progressivement, tel un murmure venu du fond d'un lac. C'est une certitude sans origine, un savoir qui ne dépend ni de la raison, ni de l'approbation. Carl Jung disait que l'individuation est avant tout un dépouillement, la libération des fausses identifications qui emprisonnent l'être. Pour la femme en chemin vers l'éveil, cela signifie se défaire des masques qui ont assuré sa survie, celui qui plaît, celui qui aide, celui qui attend d'être choisi. Elle n'agit pas ainsi par arrogance, mais par nécessité vitale, car elle perçoit, avec une lucidité quasi physique, que l'âme ne peut s'épanouir que lorsqu'elle cesse de gaspiller son énergie dans des directions qui ne l'ont jamais nourrie. Au premier abord, le silence paraît inquiétant. Un espace s'ouvre, un étrange vide là où régnait auparavant le bruit incessant des recherches, des efforts et de la quête d'approbation. Le quotidien se métamorphose. Les conversations sonnent creux. Les urgences d'antan perdent leur sens. Le monde semble avoir baissé le ton. Et paradoxalement, c'est dans ce vide que quelque chose commence à s'épanouir. C'est comme si l'âme, pour la première fois, pouvait respirer. Ce vide n'est pas la mort, c'est la germination. Mais celles et ceux qui ont vécu au bord de l'excès redoutent le vide. La femme, habituée à l'hyperactivité émotionnelle, a le sentiment d'être perdue. Son ancien repère, le regard des autres, est devenu inopérant. Tout ce qu'elle a appris sur l'amour, le sens de la vie et la valeur des choses, semble se dissoudre face à ce silence. Et alors surgit la peur. Et si rien ne m'attendait au fond de moi? Et si tout ce qui restait n'était qu'un écho de ce que j'étais? Le doute est nécessaire. Jung dirait que la peur du vide est le reflet de la résistance de l'ego, incapable d'accepter que le sens ne soit pas extérieur, mais central. Et peu à peu, cette peur se mue en curiosité. Elle commence à observer attentivement son propre silence. Chaque fois qu'elle résiste à l'impulsion de se justifier, une nouvelle force se crée. Chaque fois qu'elle refuse de répondre à l'appel du secours, quelque chose en elle se réorganise. Chaque fois qu'elle ressent la tentation de chercher la validation et qu'au contraire elle s'offre la reconnaissance, un circuit invisible se ferme. L'énergie retourne à son point d'origine. Mais le processus n'est pas linéaire. Certains jours, elle se réveille sereine, comme si elle avait déjà traversé l'océan. D'autres jours, elle se sent perdue, comme si le vieux schéma était revenu avec une force décuplée. Et il revient bel et bien, car tout ce qui a été nourri si longtemps lutte pour survivre. La différence, c'est que maintenant, elle le voit. Et lorsqu'elle le voit, le cycle commence à se briser. Il est curieux de voir comment le monde réagit à une transformation silencieuse. On le remarque, même sans pouvoir l'expliquer. Il y a quelque chose de différent dans le regard de cette femme. Elle parle moins, mais chaque mot résonne d'un poids nouveau. Elle marche lentement, mais l'air autour d'elle semble plus dense. Les vieux amis s'éloignent, non pas à cause d'un conflit, mais parce que l'ancien lien qui les unissait a disparu. Les liens nourris par le manque, le besoin ou la répétition se dissolvent tout simplement. À première vue, cela ressemble à une perte. En réalité, c'est une purification. Et alors, une observation troublante se pose. Pourquoi le vide, qui semblait jadis menaçant, se révèle-t-il maintenant fertile? Se pourrait-il que le sens ne vienne pas du remplissage, mais de la pause? À ce stade, un phénomène profondément physiologique se produit. Le corps se transforme, le sommeil s'approfondit, la respiration ralentit et le rythme cardiaque s'harmonise. L'énergie vitale qui se dissipait auparavant en explication, en tentative de sauvetage et en effort pour se faire remarquer, revient désormais à son centre.
Des femmes témoignent qu'après des mois d'épuisement émotionnel, elles commencent à ressentir une chaleur dans les mains, une légère vibration dans la poitrine, une expansion indescriptible. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une physique psychique. L'énergie qui s'échappait auparavant s'accumule à présent, et le corps, habitué à l'épuisement, doit réapprendre à contenir sa vitalité. Carl Jung appelait cela le retour de la libido au soi, le rassemblement de la force créatrice. C'est un phénomène mystérieux, mais bien réel. Lorsqu'une femme cesse d'investir son énergie dans des rôles extérieurs, l'inconscient réagit en envoyant des symboles, des rêves et des présages. Certaines femmes rapportent rêver de vieilles maisons reconstruites, d'océans calmes, d'enfants inconnus souriants. Ces rêves sont des messages du centre, annonçant que l'âme se réorganise. Mais il y a aussi de la résistance. Certains jours, le chaos d'avant lui manque, l'excitation d'être utile, le réconfort d'être comprise. Son ego tente de négocier, de proposer des compromis. Puis-je me taire sans perdre l'affection des autres? Puis-je être libre tout en faisant un peu plaisir? Ses voix intérieures mettent à l'épreuve la solidité de son nouvel équilibre. Et même lorsqu'elle cède, elle s'en rend vite compte. Chaque concession épuise l'énergie qu'elle venait de retrouver. L'apprentissage est rapide. Et si la véritable maturité consistait en un retour à la simplicité? Et si le but ultime n'était pas de conquérir quoi que ce soit, mais de désapprendre ce qui n'a jamais été essentiel? Avec le temps, le monde extérieur se réorganise. Ce qui semblait être une perte se révèle être une expansion sélective. De nouvelles présences apparaissent, des personnes qui ne réclament rien, qui coexistent simplement. Les conversations se font plus lentes, mais plus profondes. La vie sociale, jadis bruyante, se réduit à quelques liens authentiques. Point de solitude, point de choix. Une femme n'a plus besoin d'être partout, ni de plaire à tout le monde. Chaque « non » prononcé sereinement est une graine de liberté. Jung décrivait cet état comme le début de la vie symbolique, lorsque l'individu cesse d'être guidé par le devoir, mais par le sens. La femme éveillée devient sélective non par vanité, mais par harmonie. Elle ne s'approche que de ce qui vibre à l'unisson avec sa vérité intérieure. Il y a là quelque chose de presque scientifique, comme si son champ énergétique, désormais ajusté, repoussait naturellement ce qui n'est pas authentique. C'est une forme d'alchimie invisible. Ce qui ne résonne pas disparaît. Un jour, l'une de ces femmes raconta qu'après des années de relations tumultueuses, elle avait commencé à rêver d'un arbre. Au début, elle l'observait de loin. Puis, elle se mit à s'asseoir à son ombre. Dans son dernier rêve, elle comprit que l'arbre, c'était elle-même. La sève coulait de son cœur. Le tronc était ferme. Les feuilles étaient silencieuses. À son réveil, elle ressentit une certitude indescriptible. Elle n'avait plus besoin de courir après quoi que ce soit. Elle était entière. Ces révélations ne se présentent ni dans les discours, ni dans les théories, mais dans des perceptions subtiles. La femme qui attendait d'être choisie, choisit désormais. Non par vanité, mais par discernement. Son énergie, jadis dispersée, devient une boussole. Elle sait, sans avoir besoin d'expliquer, quand quelque chose vibre de mensonge. Elle sait si un regard est sincère ou simplement curieux. Elle sait si une parole nourrit ou épuise. Et alors, un phénomène extraordinaire se produit. Le silence cesse d'être seulement intérieur. Il commence à modifier l'atmosphère environnante. Les personnes agitées s'apaisent en sa présence. Les situations autrefois chaotiques semblent retrouver leur ordre. C'est comme si le monde répondait à la fréquence qu'elle émet. Ce que Jung appelait synchronicité. Des coïncidences significatives commencent à se manifester dans de petits miracles du quotidien. Des rencontres improbables, des solutions inattendues, des prémonitions justes. La vie, autrefois guidée par l'effort, se met à couler par résonance. Mais le mystère demeure. Et si tout cela n'était qu'une préparation à quelque chose de plus grand? Et si ce silence, si profondément habité, était le prélude à une vocation encore plus profonde? La femme ne sait que répondre. Elle sent seulement qu'en elle, une curiosité nouvelle s'éveille, non plus envers le monde, mais envers les forces invisibles qui le soutiennent. C'est une légère prémonition, comme le vent avant la pluie. Et c'est à ce moment précis, lorsqu'elle ne cherche plus, n'explique plus, n'a plus besoin d'être vue, que le véritable portail s'ouvre. Derrière elle gisent les papiers, les reflets, les échos. Devant elle, l'inconnu. Mais cette fois, l'inconnu n'effraie pas. C'est une invitation. C'est une promesse. C'est le début de ce que Jung appellerait l'union des contraires, le mariage secret entre la conscience
et le mystère. Et alors qu'elle s'aventure pour la première fois en territoire inconnu, elle comprend. Le silence n'était pas la fin, c'était le commencement du monde. Et le verbe, maintenant, c'est création. Il y a des moments où la transformation devient perceptible même à ceux qui n'en comprennent pas les causes. De petits gestes se chargent de significations nouvelles. La façon d'entrer dans une pièce, le silence qu'elle instaure entre ses mots, le calme avec lequel elle rejette ce qui ne résonne pas avec la vérité, tout cela crée une atmosphère différente. On le remarque, même sans comprendre. Il y a en elle quelque chose d'inébranlable. La femme qui vivait autrefois sous le regard des autres observe désormais le monde avec une clarté presque troublante. Carl Jung appellerait cela la perception symbolique, la vision qui émerge lorsque l'ego cesse d'être un filtre et que l'être commence à voir directement depuis le soi. Dans ce nouvel état, elle ressent ce qu'elle pensait auparavant. Ce n'est plus une analyse rationnelle, mais une reconnaissance instantanée. Elle perçoit avec précision qui résonne avec son essence et qui l'approche par nécessité. C'est comme si son corps, jadis troublé par tant de concessions, était devenu une boussole. Elle ressent le poids des intentions, le déséquilibre des liens, le malaise qui précède les paroles mensongères. Elle ne réagit pas froidement, mais avec sagesse. L'instinct de plaire qui la maintenait auparavant dans des situations néfastes est désormais remplacé par une lucidité sereine. Il n'y a plus de confrontation, seulement une distanciation naturelle. Le mensonge ne peut résister au chant du vrai. Mais le plus surprenant se produit à l'intérieur. Une part d'elle, jusque-là oubliée, commence à se manifester. C'est l'enfant intérieur, celui qui craignait l'abandon et cherchait refuge dans l'approbation d'autrui. Lorsque la femme adulte choisit consciemment le silence, cet enfant réagit avec panique. « Tu seras oublié », murmure-t-elle. « Personne ne te cherchera. » Son cœur s'emballe, la vieille solitude revient, et un instant, tout semble s'effondrer. La femme ressent le vertige d'une ancienne douleur, qui tente de reconquérir son espace. C'est l'écho de l'enfance, quand être seul signifiait être rejeté. Mais aujourd'hui, tout a changé. La femme ne court plus pour se distraire, elle respire. Elle se tourne vers l'intérieur, elle s'adresse à cette petite part d'elle-même, apeurée. « Je suis là, je ne suis pas partie. Nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas abandonnés. » Et, dans ce simple geste, quelque chose se rééquilibre. Chaque fois qu'elle s'attarde dans cette solitude choisie, une couche de sa vieille peur se dissout. Le vide se réchauffe. Il n'est plus froid, il est immense. Et si la solitude n'était pas une perte, mais une liberté? Et si le véritable abandon était l'abandon de soi-même? Peu à peu, l'enfant intérieur apprend ce que personne ne lui a enseigné, que la présence n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Qu'être aimé ne signifie pas être possédé, mais être reconnu. Que la solitude peut être un refuge et non un exil. Cet apprentissage est lent, presque imperceptible, mais il change tout. Les réactions automatiques cessent, le corps se détend, le cœur s'apaise. La femme découvre qu'elle peut être sa propre compagnie, et cela transforme radicalement son rapport au monde. Il arrive un moment, sans prévenir, où elle réalise qu'elle n'a plus besoin de consulter personne pour prendre des décisions. Elle ne sollicite plus d'avis pour valider son chemin, elle n'est plus guidée par des règles extérieures, elle ne cherche plus d'approbation à chaque étape. Elle ressent, décide et agit. Cette autonomie effraie ceux qui vivent encore prisonniers du regard des autres, mais en elle, c'est la sérénité. Jung disait que c'est le moment où le soi prend les rênes de la psyché, celui où l'individu devient maître de sa propre vie. Cette autorité n'est pas de l'arrogance, c'est la sérénité. Ce n'est pas de la résistance, c'est le centre. Elle peut écouter la critique sans s'effondrer, accueillir les conseils sans se soumettre, exprimer son désaccord sans perdre son amour. Sa stabilité est intrinsèque, non liée aux circonstances. C'est comme si, pour la première fois, ses racines avaient atteint la terre idéale. Et cette terre, c'est son être même. Mais ce pouvoir nouvellement acquis s'accompagne d'une épreuve. Un jour, inévitablement, quelque chose ou quelqu'un tentera de la mettre à l'épreuve. Il peut s'agir d'une situation ancienne qui ressurgit, d'une relation qui refait surface, d'une tentation déguisée en retrouvailles. L'univers semble vouloir savoir si elle a vraiment tiré les leçons de cette expérience. La question est subtile. As-tu encore besoin d'être reconnu? As-tu encore besoin de sauver quelqu'un? As-tu encore besoin de justifier tes choix? L'épreuve est toujours la même, mais elle se présente sous un jour différent. Cette nuit-là, seule,
Elle sent la tension monter. Tout son corps vibre entre l'envie de céder et le désir de rester fidèle à elle-même. Les souvenirs affluent en torrent, d'anciennes versions, d'anciens amours, des applaudissements qui ne résonnent plus. Un instant, elle est sur le point de retomber dans ses travers, presque. Mais alors, elle se souvient de tout ce qu'elle a accompli, le silence, la plénitude, le centre, et d'un seul geste, un refus serein, elle rompt le dernier lien. Ce qui se passe ensuite est inexplicable. C'est comme si quelque chose s'ouvrait en elle, une clarté qui ne vient ni de l'extérieur ni de l'intérieur, mais d'un point sans origine. Tout devient plus clair, le temps se ralentit. Elle sent son corps tout entier vibrer à une nouvelle fréquence. Des larmes coulent, mais pas de douleur. Ce sont des larmes de reconnaissance. Quelque chose en elle comprend enfin que liberté et amour ne sont pas incompatibles. Et si le véritable amour n'exigeait pas de dépendance? Et si l'amour était, avant tout, une présence sans possessivité? Au réveil le lendemain, le monde semble identique, et pourtant, il ne l'est plus. Les sons sont plus clairs, l'air plus léger, les couleurs plus éclatantes. Elle arpente les rues à pas lents, et là où régnait l'anxiété, il n'y a plus que de la gratitude. Chaque respiration est un miracle discret. Des inconnus lui sourient sans raison apparente. Des animaux s'approchent, des enfants la regardent avec curiosité. Quelque chose rayonne, et elle comprend que ce qu'elle cherchait chez tant d'autres émane désormais naturellement d'elle-même. Jung disait que lorsque le soi commence à gouverner la vie, le monde extérieur réagit en synchronicité. Ce qui vibre en harmonie avec l'âme s'approche. Ce qui ne vibre pas s'éloigne. C'est un principe invisible, mais précis. La femme remarque des coïncidences improbables, des retrouvailles inattendues, des solutions qui surgissent sans effort. La réalité semble répondre à sa nouvelle fréquence. Elle comprend, avec une sérénité qui se passe de mots, que rien n'est séparé. Il se dégage aussi une nouvelle perception concernant les générations futures. Les filles, les nièces, les jeunes filles qui l'observent, toutes perçoivent quelque chose qui ne s'enseigne pas par les mots. Elle voit une femme qui n'a pas à s'excuser d'exister, qui ne s'épuise pas pour mériter l'amour, qui n'a pas besoin de l'approbation des autres pour se sentir entière. La simple présence de cette femme est une leçon. C'est une forme d'héritage silencieux. Mais le véritable impact est invisible. La femme éveillée transmet quelque chose d'indescriptible qu'on ne peut que ressentir. Une énergie qui brise le cycle de la souffrance héréditaire. Les générations futures n'auront plus besoin de poursuivre cette quête, car l'une d'entre elles aura eu le courage d'y mettre fin. Et c'est à ce moment précis que la tension se dissipe. Tout effort se mue en fluidité. Toute tentative se transforme en certitude. Le processus n'a pas atteint une fin, mais un point d'équilibre. Le vent tourne. L'air semble porter un avertissement, une prémonition. Quelque chose se prépare, une force plus profonde, peut-être la révélation finale. Ce qu'elle ressent à présent n'est pas la peur, mais l'attente. Quelque chose l'appelle de l'autre côté du connu. Et tandis que le monde semble s'endormir autour d'elle, elle ferme les yeux et écoute le son le plus ancien de l'univers, celui de sa propre âme qui recommence à battre. Le cycle ne s'arrête pas là. Il est sur le point de se transformer en quelque chose d'encore plus grand. Le voyage n'est pas terminé. Il a seulement changé de direction. Rien de ce qui a été appris jusqu'ici ne peut s'enseigner par des discours. Le véritable enseignement se déroule dans le domaine invisible, dans la manière dont l'âme se positionne au monde. C'est dans les petits gestes du quotidien que le nouveau se manifeste. Lorsqu'une femme s'assoit et occupe son espace sans se replier sur elle-même, lorsqu'elle dit « non » sans s'étendre, lorsqu'elle s'éloigne de ce qui ne lui correspond plus sans culpabilité, quelque chose se transforme non seulement en elle, mais aussi dans tout son environnement. Ce sont des gestes silencieux, presque imperceptibles, mais leur écho traverse les générations. Carl Jung disait que chaque acte conscient guérit non seulement l'individu, mais aussi toute la lignée ancestrale qui le précède. Et c'est précisément ce qui se produit ici. Le passé est racheté par le simple fait qu'elle existe pleinement dans le présent. La guérison ne survient pas par explosion. Elle arrive comme une douce marée, dissolvant des schémas qui semblaient immuables. La femme qui s'éveille comprend qu'elle n'a plus besoin d'être un exemple d'effort, ni une martyre de la bonté. Elle a simplement besoin d'être pleinement présente. Sa présence, autrefois fragmentée, devient source d'harmonie. Elle ne se justifie pas, ne cherche pas à convaincre, ne cède pas. Elle est, tout simplement. Et dans cet être,
Elle transmet quelque chose qu'aucune théorie ne peut saisir, la possibilité de vivre en paix avec son âme. Quand on l'observe, on ne comprend peut-être pas la raison de sa sérénité, mais on la ressent. On perçoit le calme émanant de celle qui n'a plus besoin d'applaudissements. Une force se dégage des femmes qui ont fait la paix avec leur part d'ombre. Elles ne brillent pas ostensiblement. Elles rayonnent d'une lumière constante. C'est une lumière stable, presque discrète mais indéniable. Et sans s'en rendre compte, d'autres femmes commencent à refléter cette vibration. Quelque chose s'éveille en elles aussi. C'est ainsi que naît le monde nouveau. Non pas par des révolutions bruyantes, mais par une présence pleine et entière. Chaque femme qui cesse de se justifier, de sauver, de rechercher l'approbation, envoie un message à l'inconscient collectif. Il est possible d'être entière sans se sacrifier. Il est possible d'aimer sans disparaître. Il est possible d'être bienveillante sans perdre sa propre voix. Mais cette compréhension ne devient réalité que lorsqu'elle est mise en pratique. La transformation ne se produit pas par la pensée, mais par l'action. Chaque jour, l'invitation est la même. Observer l'impulsion à se justifier et, au contraire, garder le silence. Percevoir le désir de sauver autrui et, au contraire, offrir simplement sa présence. Reconnaître le besoin d'être approuvé et, au contraire, se tourner vers l'intérieur en affirmant doucement « Je suis suffisant ». Ces petits gestes façonnent une nouvelle structure intérieure. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation active, l'expérience consciente de chaque choix, qui réaffirme le moi authentique. Ce n'est ni un chemin rapide, ni un chemin linéaire. Il est jalonné de retours en arrière, d'échecs et de doutes. Il y aura des jours où les vieux schémas sembleront plus tenaces que jamais. Il y aura des nuits où le silence ressemblera à la solitude. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'apprentissage se consolide. Lorsqu'elle résiste à la tentation de se replier sur elle-même, la femme perçoit quelque chose de subtil. La douleur diminue, la peur perd de son intensité et son centre intérieur se fortifie. Et si le véritable épanouissement ne consistait pas à gagner, mais à rester fidèle à son propre rythme? Et si la maturité spirituelle était l'art de ne pas se trahir soi-même? La femme qui s'éveille comprend enfin qu'il n'y a rien à conquérir en dehors d'elle-même. L'amour qu'elle recherchait, la reconnaissance qu'elle espérait, la sécurité à laquelle elle aspirait, tout cela était enfoui sous les couches qui se dissipent à présent. Le calme qui en découle n'est pas de l'inertie, c'est une force. Une force qui n'a pas besoin d'être vue pour exister. Une force qui est simplement ce qu'elle est. Le plus beau dans ce cheminement, c'est qu'il ne s'achève pas dans l'isolement. Au contraire, plus une femme s'épanouit, plus elle se connecte au tout. Ces relations cessent d'être des échanges empreints de besoins et deviennent des rencontres d'abondance. Elle n'exige plus rien des autres car elle n'exige plus la perfection d'elle-même. Elle apprend à coexister sans se nier, à aimer sans se perdre, à partager sans s'épuiser. La vie, jadis un chant d'effort, se transforme en une danse. Et ce qui paraissait impossible, l'harmonie entre autonomie et amour, devient naturelle. Car le véritable amour, lorsqu'il jaillit de l'intérieur, n'emprisonne ni ne corrige. Il coule simplement. C'est la force qui relie tout ce qui existe, et maintenant elle la sent vibrer en elle. Un moment survient où elle prend conscience d'une chose simple et pourtant si profonde. Elle n'est plus une femme en quête d'éveil. Elle s'éveille d'elle-même, en mouvement. L'énergie qui cherchait des maîtres, des réponses et des signes se transforme désormais en une présence vivante. La conscience a cessé d'être une quête. Elle est devenue un état. Et si le sens de la vie se résumait à ceci, permettre à la conscience de se reconnaître à travers nous. À cet instant, tout s'harmonise. Le passé s'allège. L'avenir cesse d'être une menace. Seul existe le présent, vaste, paisible, lumineux. Le monde reste le même, mais elle ne le perçoit plus de la même façon. La réalité devient le prolongement de son être. La femme contemple le monde et éprouve un profond respect pour tout ce qui existe. Les souffrances, les pertes, les choix, les silences, tout prend sens. Tout est le chemin. Elle comprend alors ce que Jung a toujours souligné. La véritable transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un de nouveau, mais à se souvenir de qui l'on a toujours été. Sous les masques, les attentes et les peurs, il y a toujours eu une essence intacte, observante en silence. À présent, cette essence remonte à la surface et reprend toute sa place. Et à cet instant, l'éveil cesse d'être un concept et devient une pratique. Être présent, prendre une profonde inspiration avant de réagir,
Choisir consciemment. Prendre soin de soi avec le même zèle qu'on a toujours offert aux autres. Faire taire tout jugement. Faire confiance au temps. Célébrer les choses simples. Voilà les voies qui permettent de préserver ce qui a été accompli. Rien n'a besoin d'être grandiose pour être vrai. Le véritable changement s'opère dans les petites choses. Une conversation qui se termine sans culpabilité. Un « non » dit avec amour. Une pause avant de répondre. Une larme acceptée sans honte. C'est dans ces moments que le nouveau prend racine et que l'ancien disparaît à jamais. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Peut-être subtilement, peut-être silencieusement, mais c'est bien réel. Les mots ne résonnent que là où il y a reconnaissance. Si un élément de ce texte a trouvé un écho en vous, c'est parce que la femme dont nous parlons vit déjà en vous, attendant le moment de se révéler pleinement. Le chemin du retour à soi n'est pas une ligne droite, mais c'est le seul qui mène à la véritable liberté. Et il n'y a pas lieu de se précipiter. L'éveil n'est pas un but, c'est un processus, un pas conscient à la fois. Si ce contenu a résonné en vous, s'il a ravivé un souvenir, éclairé votre compréhension ou simplement suscité une émotion, partagez votre impression, même en silence, même anonymement. Commentez ce qui vous a touché, dites-nous ce qui a changé en vous, et permettez à d'autres femmes de se reconnaître dans ces mots. Aimez cette vidéo si elle vous a profondément marqué. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à cheminer avec nous sur cette voie de la conscience et de la découverte de soi. Chaque geste, aussi infime soit-il, renforce ce courant de lucidité qui commence déjà à se former parmi nous. Que votre pas inspire les autres, que votre silence soit une graine, que votre éveil se transforme en lumière pour le monde. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Arrêtez simplement de cacher qui vous êtes déjà.